Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, on est bon. Même sans le micro, ouais, mais pour l'enregistrement, on m'a dit que, donc je vais obéir. Donc, merci beaucoup à toutes et tous d'être là. Donc, pour Green Agile 2, alors j'ai posé la question et donc certaines n'ont pas vu, mais rassurez-vous, on peut suivre la deuxième partie sans avoir vu la première. Rapide résumé, comme ça vous saurez ce qui va se passer pendant la prochaine heure. Donc, Green Agile 1, c'était mes expérimentations de Scrum Master qui met en place du numérique responsable avec des équipes. En est issu un manifeste que j'ai appelé Green Agile, mais chacun fait son manifeste, où je prenais en compte justement avec les équipes les principes du numérique responsable. Et Green Agile 2, c'est 3 ans à donner la conférence Green Agile 1 et à répondre à des questions et à travailler sur le sujet petit à petit plutôt en tant que coach agile. Et donc, c'est un regard systémique remonté par rapport aux pratiques du numérique responsable et en particulier devant l'arrivée de l'intelligence artificielle générative qu'on nous pousse partout. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, on est parti. Merci aux sponsors et merci aux orgas. Et ils me connaissent avec mon syndrome de l'imposteur niveau 72 et mes pics de stress terribles. Donc, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant les dernières heures. Merci. Donc, je suis Gwenaëlle Lyrien, je suis Practice Leader Agile à Neosoft, donc je m'occupe des consultants et consultantes agilité et conseil, et je suis payée en partie pour réfléchir à ce qui se passe dans le monde de l'agilité. Et être payée pour réfléchir, c'est un luxe incroyable, on va en parler juste après. À côté de ça, je suis lead numérique responsable, donc je mets en place des pratiques numériques responsables chez Neosoft et chez nos clients. Et sinon, je suis intervenante systémicienne, donc en fait, je suis coach professionnel spécialisé en systémique. Et là, je vais reprendre un master à l'ACT, qui est une super école. Ah oh, c'est une vaste question. Je pense que la conférence répond un peu à la question. Et sinon, je suis demain, pendant tout l'après-midi, au forum tout vert, pour répondre aux questions et pour creuser des sujets, donc il ne faut vraiment pas hésiter à en parler. Je prends une petite slide pour parler de Monsieur Zobrist. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais moi, je l'avais rencontré en 2019. Il est décédé il y a quelques jours. Et c'était une rencontre qui était assez fondamentale pour moi. Et pour ceux qui le connaissaient, vous saviez à quel point c'était un grand homme et à quel point il a fait des choses pour l'entreprise libérée et le bien-être des personnes au travail. Il y a une phrase que j'utilise tout le temps dans mes accompagnements, qui me fait toujours penser à lui, c'est ceux qui font, qui savent. Vraiment. Donc, merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait. N'hésitez pas à aller regarder la conférence qu'il a fait à la Flocon en 2019. C'était... Merci à lui. Ok, donc il était une fois une conférence qui s'est appelée Green Agile et qui traitait des impacts environnementaux du numérique sur le climat, sur les personnes, ainsi que des pratiques numériques responsables qu'on pouvait mettre en place dans les équipes Scrum. Cette conférence m'a demandé beaucoup de lectures. La première, beaucoup de MOOC et aussi beaucoup d'échanges. Donc là, je dénonce les copains et les copines. Toutes les personnes avec qui j'ai interagi ces dernières années, c'est des gens géniaux. Là, j'ai juste mis leur tête, mais si vous voulez les noms, je balance aussi. C'est des gens super, vraiment. À la base, cette conférence, la première, ça devait être un one-shot. C'était Fabrice Bloch qui me l'avait commandé pour l'INSEE. Et puis finalement, ça a duré 3 ans. J'ai fait 15 000 km de train et j'ai fait 20 dates. Donc pour vous dire que le sujet est actuel. Et j'en prends une slide pour remercier très chaudement toutes les personnes qui organisent des événements agiles. Et en fait, c'est dans ces endroits-là qu'il y a de la place actuellement pour pouvoir parler de la transition écologique et du numérique responsable. Donc, merci à eux, parce que quand ils sélectionnent des sujets comme ça, on fait avancer la cause. Donc, un très grand merci à toutes les personnes qui font des événements agiles. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans et pendant la conférence? En fait, je me suis rendu compte que parler de numérique responsable, c'était un peu comme tomber dans le terrier du lapin blanc. Alors, le terrier du lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles, où tu découvres plein de choses, plein de gens, plein de trucs trop bien. Le monde du numérique, c'est quand même assez génial. Et un peu le terrier du lapin blanc à la Matrix aussi, où tu te rends compte qu'il y a des trucs derrière le numérique que tu n'avais pas conscience. Les impacts environnementaux, j'en parle pas dans cette conf, mais vraiment, si vous voulez aller regarder la deuxième, la première, ou ce que font en fait beaucoup de collègues pour sensibiliser là-dessus, entre l'eau, entre les personnes, entre la pollution, les métaux rares qui manquent, et c'est pas des métaux rares, c'est juste qu'ils sont partout, mais il faut creuser très fort, la taille des mines, l'exploitation des ressources, les limites planétaires, enfin voilà, je sais pas tout rebalancer là, mais vraiment il y a des trucs à savoir dessus. Le numérique, c'est pas juste tout beau tout rose, et donc ça m'a fait découvrir plein de choses.
Et ça a soulevé en fait énormément de questions. Alors je pensais que ça soulèverait des questions sur nos usages au quotidien et sur les limites planétaires et les impacts au niveau des périphériques, mais en fait ça a posé aussi beaucoup de questions sur de la psycho, sur l'éco-anxiété, sur la sociologie, sur l'économie, sur les GAFAM, les réseaux sociaux, l'IA. Enfin en fait à chaque fois que je donnais cette conférence, j'avais plein de gens qui me posaient plein de questions. Et ça demande en fait, pour répondre à des questions, pour moi de développer son esprit critique. Plein de questions pour vous, mais aussi pour moi. Hein. Donc, comment est-ce que tu gères l'éco-anxiété ? Et qu'est-ce que c'est, en fait ? Moi, mon entreprise, elle a des impacts négatifs. Donc, c'est super de me parler de numérique responsable, mais en fait, je fais comment ? Est-ce que tu as déjà réussi à faire changer une entreprise ? Spoiler alerte, moi toute seule, non, hein, bien entendu. Je pense que toutes les campagnes aujourd'hui montrent que c'est pas le cas, hein, mais en tout cas, on peut bouger dans certains sens. Est-ce que tu crois que l'agilité, c'est fini, que les coachs agiles, ça ne sert plus à rien ? Ou est-ce que tu arrives à vendre du numérique responsable ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui veulent en faire ? Plein de questions comme ça. Donc, je me suis retrouvée à écrire la deuxième. Alors que, comme le savent les orgas, pour moi, c'est le stress absolu d'être sur scène. C'est que j'ai trouvé quand même que c'était important de parler de certains trucs. La première conférence, elle s'ouvrait sur ça. L'esprit critique, c'est pas automatique. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Daniel Kahneman, qui parle de système 1, système 2. Système 1, c'est toutes nos habitudes, nos croyances et la façon qu'on peut avoir de prendre des décisions, des micro-décisions toute la journée. Ça coûte moins cher au cerveau, sachant que c'est lui qui consomme le plus de glucose. Il aime bien ça. On s'assoit toujours dans la même salle quand on est en formation, vous aimez bien prendre toujours le même bureau, ce genre de choses-là. Système 2, faut se poser, commencer à réfléchir, pomper du glucose et se poser des questions. Et donc c'est comme ça qu'on met en route notre esprit critique. Dans la première conférence, je disais, lancez le système 2, parce qu'en fait, tout ce qui est autour de la transition écologique et du numérique responsable, on est encore en train d'apprendre tous les jours. Donc, les chiffres bougent, les données bougent, les impacts bougent. On ne peut pas prendre ça comme une science complètement acquise. La recherche est en train de constamment créer du savoir. Donc, il faut se mettre à se poser des questions. Sauf qu'une fois qu'on se met à se poser des questions et à regarder s'il y a des données universitaires, s'il y a des recherches, qu'on commence à bosser avec la recherche universitaire, d'ailleurs moi je trouve ça extrêmement important que le monde professionnel et le monde de la recherche se parlent, vraiment, pour cette question-là, je me suis rendu compte que ça a amené justement à se poser toutes les questions qu'on m'a aussi posées pendant les conférences. Parce que l'esprit critique, comme vous le savez, en ce moment, c'est pas la joie. Je prends une petite minute actualité, mais depuis l'investiture de Donald Trump, il n'y a plus de modération, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il y a des contenus, par exemple, masculinistes extrêmement violents, qui sont diffusés en masse sur des réseaux qui ne sont absolument pas vérifiés. Donc, Rumble et Kik, là-dessus, il se passe des choses assez difficiles, par exemple, pour les gens. Et ça finit sur les plateformes qui sont normalement modérées. À côté de ça, il y a aussi une énorme défiance sur les connaissances et la recherche universitaire qui est en train de se lancer. Trump et la recherche, en fait, c'est vraiment pas son truc. C'est terrifiant. Moi, je suis une très grande fan de Margaret Atwood, j'ai lu tous ses bouquins, j'adore, mais alors, le fait que dans La Servante écarlate, on parle exactement de ça, ça me fout les jetons. Et le fait que ça soit les personnes qu'il y a sur la photo de gauche, là, toutes les personnes, ce soit les gens qui sont responsables des GAFAM et des réseaux sociaux qu'on consulte tous les jours, et que ce soit des copains de Trump, ça m'a posé question. Donc, on va mettre en place l'esprit critique, on va se poser des questions sur ce qu'on utilise tous les jours. Donc, je me suis posé la question sur les réseaux sociaux. Ces personnes qui possèdent les réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours et qui poussent aussi les technologies comme l'intelligence artificielle générative qu'on utilise tous les jours, ils pensent quoi, eux, et qu'est-ce qu'ils veulent ? Je suis tombée dans le gigantesque rabbit hole des faits alternatifs, du complotisme, de la Terre plate, voilà. Internet, c'est quand même très rigolo. Ce que j'en ai ressorti, c'est la notion de pré-bunk et débunk. Alors, je vous conseille vraiment la vidéo de Sciences de Comptoir. Cette nana a un humour décapant, très spécial, mais vraiment, elle est géniale. Mais elle est très spéciale. Et elle donne la notion de pré-bunk et débunk. Donc, en fait, je pense que ceux qui sont habitués de l'esprit critique et de regarder des chaînes sur YouTube sur ce sujet-là, ils connaissent la notion de débunk. Hein. Le problème avec le débunk, donc quand on est en train de rectifier des faits alternatifs après qu'ils aient été diffusés sur les réseaux sociaux, c'est que ça prend un temps fou, redémontrer à chaque fois que non, la Terre n'est pas plate, c'est long. Et deux, une fois que l'idée elle est partie, en fait, il faut que la personne qui ait vu le truc, il ait envie de se reposer cette question-là. Et donc, on ne rattrape pas tout le monde avec ça. Donc la notion de pré-bunk, en fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut entraîner les gens à se poser des questions et à mettre en place de l'esprit critique au niveau vraiment de l'éducation pour justement ne pas se retrouver à partager ensuite des choses qui ne vont pas. Et donc, comment est-ce qu'on développe du debunk et du pré-bunk sur
Je le rappelle, même si je sais qu'on est en train G et que souvent, on est passé par des cursus scientifiques, la connaissance scientifique, c'est pas une opinion. Il y a Gaston Bachelard qui fait une très bonne citation là-dessus. L'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissances. Donc en gros, plus on apprend des trucs et plus on a des connaissances dessus, plus on est capable de savoir pourquoi en fait la Terre est ronde, plus on sort d'une opinion pour être sûr que c'est une connaissance. Et donc la connaissance scientifique, c'est quand même des observations, des hypothèses, des études, des analyses, des méta-analyses et ensuite un consensus scientifique, qui n'est pas toujours définitif, hein, bien entendu. Ça évolue, on peut le remettre en question, mais il y a des trucs quand même. Maintenant, on sait, genre, que le climat est déréglé à cause de l'action humaine. Ça, maintenant, on est bon. Trump, il est en train de le remettre en cause. Trump, il est en train de dire que en fait, les gens qui font de la connaissance à partir du GIEC, sachant que, j'espère que vous le savez, mais les chercheurs au GIEC, ils ne sont pas payés pour ça, hein, c'est du travail bénévole. Il n'y a personne qui leur donne des sous, hein. Ils le font en plus. Il est en train de le remettre en cause. Il est en train de remettre en cause, en fait, plein de trucs, à commencer par les sciences humaines, mais aussi la médecine, parce que, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais pendant le Covid, lui, il était pour qu'on boive de l'eau de Javel parce que ça soigne. Est-ce que maintenant qu'il peut se venger de passer pour un andouille, il en profite? Je ne sais pas. En tout cas, ça pose question. Donc, moi, un truc que j'aimerais bien, c'est qu'on devienne une terre d'accueil pour tous les chercheurs des US qui ne sont pas bien là-bas et qu'on récupère plein de cerveaux. Parce que les nôtres, ils sont partis parce qu'on les payait mal, parce qu'aux US, c'est quand même 15 000 $ par mois, un chercheur, alors que chez nous, je ne vais pas me lancer sur les sous, mais en euros, on n'est pas très lourd. Donc, il va falloir qu'ils perdent un petit peu en pouvoir d'achat, ça c'est sûr, mais ils sont peut-être plus en sécurité aussi. C'est vraiment grave, hein. Enfin, moi, ça me stresse, hein, tout ce qui se passe là-dessus. Donc, pour moi, l'esprit critique is the new sexy. Voilà, je pense que si on a envie d'être un peu chauvin et de se la péter en France et en Europe, le fait de se mettre à continuer à lancer de la recherche et à développer de l'esprit critique sur notre travail quotidien, c'est vachement bien. Si vous voulez des chaînes pour être de gros rebelles, j'en ai mis plein. Elles sont trop cool. J'adore Kurzgesagt, celle qui est tout en bas, là, c'est des petits canards, c'est merveilleux. Ouais, tu connais. C'est trop cool. Mais il y en a plein d'autres. De toute façon, vous aurez tous les slides à la fin. Donc, on a regardé sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'il allait falloir utiliser de l'esprit critique. Après, je me suis dit, ok, et sinon, les gens, ils se renseignent comment? Les médias. Est-ce que vous connaissez cette carte? Est-ce que quelqu'un l'a déjà vue? Ouais, certains. Ok. Donc, les GAFAM, ils ont les réseaux sociaux et les moyens d'information qu'on a dans notre poche. Ils sont pas très nombreux à les posséder. Les médias, ils sont possédés aussi. Et comme vous le voyez, les petites pastilles oranges de chaque côté du titre, il y en a pas tant que ça, hein. C'est quand même très peu d'êtres humains. Et donc, ces gens-là aussi, en fait, ils ont une idée de ce que c'est le monde et de comment est-ce qu'on travaille ensemble. Et de qu'est-ce qu'il faut pousser comme contenu. Donc, pareil, si vous voulez faire les gros rebelles, voici plein d'autres médias qui sont possédés par plein de gens en même temps. C'est-à-dire que là, on est sur des coopératives et sur des personnes qui prennent des parts et qui sont associées. Et donc, en fait, on prend des décisions collectives sur qu'est-ce qu'il faut pouvoir pousser comme information. Je suis abonnée, je pense, quasiment aux 3/4 depuis des années. Ils sont cool, je trouve. Ok, donc l'esprit critique, c'est pas automatique non plus sur les médias. Pourquoi ils n'aiment pas, là, en ce moment, les sciences humaines? Du coup, je me suis demandé, parce que s'il y a bien un truc qu'on n'aborde pas dans les médias, c'est la sociologie. En fait, la sociologie, c'est une façon de regarder le monde qui dit que la façon dont on fonctionne actuellement, c'est pas la façon de toute éternité qui a été. En fait, la sociologie, ça dit que les êtres humains, ça bouge, ça change, ça fait des normes qui évoluent et qui nous disent comment on doit se comporter plus ou moins en fonction du temps. Et notamment, un des gros mythes, un des gros sujets des US, c'est le mythe de l'entrepreneur, le mythe de la personne qui n'avait rien et qui s'en sort. Self-made, le rêve américain. Si j'ai fait des trucs, je mérite. Le truc, c'est que, est-ce que, à votre avis, le fait que Elon Musk, par exemple, soit la personne la plus riche du monde et qu'il ait une fortune illimitée, fait qu'il a un mérite illimité? Est-ce que c'est illimité le mérite? Question qui va à l'opposé, est-ce que quelqu'un qui n'a pas accès ni à l'eau, ni à la nourriture, ni au chauffage, ni à la sécurité, il mérite ça? Donc moi, je suis pas trop pour la notion de mérite, tout simplement parce que c'est cruel et c'est violent, et ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui méritent de vivre dans la rue. Et l'accroissement des richesses de manière complètement incontrôlée, du coup, ça m'a posé question aussi par rapport à cette notion de mérite, parce qu'on est toujours sur « il possède tout ». Donc, qu'est-ce qui se passe après ça?
Alors, avant de passer à l'économie, d'autres façons de voir le monde, justement en sociologie, qui sont hyper intéressantes. Allez voir L'art de ne pas dire de Clément Viktorovitch. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a édité un livre aussi. Donc, à la base, c'est un chercheur sur la rhétorique. Mais alors, sa pièce, c'est un travail d'utilité publique. C'est ce que j'appelle de l'éducation populaire. C'est emmener les copains, les copines, les oncles, les tantes, même les gens qui ne sont pas forcément trop au courant et tout. Ça ouvre des portes. Hein. Vraiment, ce travail est très, 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 très bon. Ok, donc on a des gens qui possèdent la façon qu'on a de s'informer, qui en plus ont des choix politiques sur comment est-ce qu'on est en train d'apprendre et comment du coup ça va ruisseler sur notre façon de travailler et qui possèdent vachement d'argent. Vous connaissez la théorie du ruissellement ? Ouais, bon moi j'appelle ça la théorie de la capillarisation. Et il y a l'eau qui remonte et qui est en train de se concentrer vers le haut. Spoiler alert, c'est pas une théorie économique. Il n'y a aucun papier de recherche, il n'y a aucun chercheur qui a prouvé que ça existait pour de vrai. C'est un choix politique de l'époque de Reagan, la théorie du ruissellement. C'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Par contre, je peux vous le dire, et je les ai lus, les papiers, il y a beaucoup d'études, surtout depuis le Covid et les dernières années, qui montrent en fait que ça ne marche pas. Qu'en fait, ça ruisselle pas du tout. Vous êtes au courant hein, que là, les sous, ils sont en train de remonter seulement sur un petit nombre de personnes et que nous, c'est un peu plus compliqué, l'inflation, tout ça. Ouais. Vous savez qu'il l'a dit à tout le monde aussi ? Joe Biden, il a fait une conférence pour en parler. Il a expliqué que le système économique américain, en fait, on avait dit, le trickle-down, l'effet de ruissellement aux États-Unis, ça devait ressembler au dessin de gauche, mais en fait, ça ressemble plutôt à un seul verre qui est en train de se remplir de plus en plus. Il y a plein de documentaires qui parlent de ça, mais s'il y a bien un gars, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a permis que ça existe, c'est Milton Friedman. On connaît beaucoup Adam Smith et la main invisible du marché qui dit que voilà, si on est tous libres de faire ce qu'on veut et tout, ça va se réguler et puis que la marchandise, ça va bien aller et que ce sera pour le bien commun. Milton Friedman, lui, il dit qu'en gros, l'argent, ça n'a ni couleur ni odeur, le marché, il s'en fout, dans tous les cas, les gens vont acheter, vont consommer et tout ira bien dans le meilleur des mondes, il n'y a pas besoin de réguler l'économie. Pareil, c'est une idéologie, au sens où à l'époque où il l'a écrit, parce qu'il faut se rendre compte que Milton Friedman, il est décédé à 94 ans, au moment où Facebook existait depuis seulement 2 ans. Donc les théories qu'il a données sur le libre-échange, le marché, la dérégulation des marchés économiques, c'était à l'époque où Internet, ça n'existait que très peu, et on n'était pas mondialisé comme ça. Donc les limites planétaires, la consommation, le fait qu'on fasse faire des vêtements à Chine par des enfants, etc., la pollution des eaux et tout, c'était pas dans sa tête quand il a écrit ça. Par contre, on voit ce qui se passe quand on laisse le marché économique sans aucune régulation et qu'on ne met pas de normes sur comment ça doit fonctionner. Il y a une déréglementation excessive, il y a un affaiblissement du rôle de l'État, il y a une forte croissance des inégalités. Je ne vous fais pas toute la liste, mais en gros, ça ne se passe pas si bien que ça au pays de la dérégulation des marchés. Par contre, vous avez certainement entendu parler d'Adam Smith, mais est-ce que vous savez que lui, justement, en fait, il prônait, mais c'est pas du tout mis en avant, c'est un peu comme les théories de Darwin qui sont parties après sur de l'eugénisme, alors que c'était pas son but au début, quand il a fait ses théories à lui. Adam Smith, en fait, lui, il était pour le fait de protéger les individus les plus faibles. Il était sur le fait de faire des normes. C'est pas normal qu'on n'en parle pas. C'est pas normal que les théories économiques qui sont mises en place, c'est juste, dérégulons et puis tout ira bien. En fait, il y a des gens qui ont réfléchi même il y a très longtemps au fait que faut qu'on s'entraide et qu'on mette en place des structures pour s'entraider. C'est comme le cadre Scrum, en fait. On se met des règles, on regarde les règles de vie, on discute tout le temps sur comment est-ce qu'on travaille le mieux ensemble pour le bien commun, pour réussir à sortir un produit tous ensemble. Et c'est pareil pour l'économie, il faut mettre un cadre. Parce que si on ne met pas de cadre et qu'on ne respecte pas les limites planétaires et tous les enjeux qu'il y a au niveau des impacts environnementaux, ça ne se passe pas bien. Et pour l'illustrer, je vous prends l'exemple du tabac. Je pense que ça, vous êtes au courant. Le tabac, c'est bon pour la santé, ça a été un vrai message. Vous savez ça ? Vous avez vu les anciennes pubs et tout Ouais. Moi, je me rappelle, mon père, il me racontait comment, à l'époque, on disait en fait que c'était bon pour les enfants, même de fumer, que ça développait les poumons. Mais il y a des gens qui ont fait des papiers de recherche là-dessus, je veux dire, pour prouver que c'était bon pour la santé. C'est assez terrible quand même, il faut faire attention avec ça. Et donc, le tabac, ça a rapporté énormément d'argent. Je vous conseille la super vidéo de Nota Bene. Elle est très, très bien. Elle explique à quel point ça remonte à très longtemps et à quel point ça a rapporté de l'argent depuis très longtemps. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens, en fait, finalement, ils tombent malades, ils ont des cancers,
Et ça finit par coûter beaucoup d'argent aux États. Et quand ça finit par coûter plus d'argent de soigner que de récupérer la TVA sur les paquets de tabac, oh, waouh, finalement, le tabac, c'est mauvais pour la santé. Voilà. Mauvais pour l'environnement. Si, mauvais pour l'environnement aussi, hein, on peut en discuter. Hein. Il y a plein de choses à dire. Ok, donc là, on est bon sur le système, ça ramène des sous, donc c'est tout ok. Puis finalement, après, il faut réglementer parce qu'en fait, on a la preuve que ça ne marche pas. Ok, alors, dans les années 60, dans le magazine Life, c'était la classe de dire qu'on pouvait détruire des milliers de kilotonnes de glaciers avec l'énergie qu'on arrivait à récupérer. Voilà, go, c'était un des trucs. Ensuite, vous avez là toutes les études qui ont été créées par ExxonMobil entre 91, donc là c'est à peu près les années de naissance, 93-97. Le super camembert là, c'est pour dire la toute petite part que vous voyez dans le coin, là, la toute petite part, c'est on pense que c'est ça le dérèglement, c'est l'activité humaine à ce pourcentage-là. Oui, ouais, ils ont vraiment fait sortir ça. Je vous ai mis toutes les sources. À chaque fois, il y a toutes les sources, tous les articles, etc. Ah ben, pas que. Bon, on verra après. C'est tentaculaire, les grosses conglomérats. Et oui. Effectivement, ils font de la télécom aussi. Ouais, tout à fait. Et donc, il y a eu énormément de papiers de recherche, alors qu'on sait que depuis les années 1920, que ça a un impact négatif sur le climat, le fait de consommer des énergies fossiles. Mais il y a eu beaucoup d'articles pour dire que non, en fait, ça va bien. Et notamment, et c'est mon préféré, British Petroleum vous transforme en colibri. En fait, vous savez, ce qu'on entend sur les éco-gestes, chacun doit faire sa part, on est tous responsables. En fait, l'empreinte carbone, le terme même d'empreinte carbone, ça vient en fait de British Petroleum, qui a dit qu'en fait, du coup, il faut que chacun calcule son empreinte carbone. Calculez tous votre empreinte carbone, laissez-les tranquilles. Donc en fait, c'est dur de se dire, alors que quand tu es dans l'écologie et que tu essaies de ne pas manger de viande depuis des années, que tu essaies de faire du zéro déchet, j'ai jamais pris l'avion, etc., etc. On en parle avec plein d'autres gens qui sont écologistes et que tu te rends compte que quand même, en fait, c'est beaucoup plus systémique que ça, et qu'il y a des gros systèmes économiques derrière. Tu te dis, ah, waouh. Ok, donc en fait, faire du numérique responsable, ça veut dire se passer par toutes ces questions-là. Parce qu'en fait, non, la démarche des petites actions uniquement, ça suffira pas. Parce qu'il y a une étude sur les fresques là qui est sortie il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai animé énormément de fresques du climat et énormément de fresques du numérique. En fait, les gens, si après une fresque, ils peuvent rien faire de concret, en fait, ils vont faire des éco-gestes pendant 1 mois, 2 mois, etc. Mais après, ça va retomber. Donc, on est sensibilisé, on sait ce qu'il faut faire, mais on sent qu'on n'a tellement pas suffisamment pris sur le système qu'on se retrouve à laisser tomber. C'est dur un peu. Alors que, et j'adore ce truc-là, du coup, je vous le montre. Je ne sais pas si vous connaissez la Pixel War. J'ai mis qui a à faire à partir de 1 pixel chacun, qu'ils peuvent reposer toutes les 5 minutes, des fresques et des dessins incroyables. Donc, s'auto-organiser, faire des équipes de prod et faire des trucs, dès qu'on a la possibilité de faire des actions, on est tout à fait capable. C'est possible. Mais du coup, c'est difficile. Quand on fait du numérique responsable, on est avec des équipes Scrum qui disent « Ok, on va faire de l'éco-conception, on va faire des choses comme ça », de savoir aussi que, en fait, c'est un peu plus systémique que ça. Donc, une fois que je suis ressortie du terrier du lapin blanc, à me poser toutes ces questions sur l'esprit critique, etc., je me suis rendu compte que j'avais d'énormes privilèges de classe, parce que je suis payée pour pouvoir penser. C'est pas pour tout le monde, clairement. Que je viens d'une famille, en plus, qui a fait des études dans ce domaine-là, et que c'est eux les premiers qui m'ont parlé de systémique, donc des normes qui font qu'on fonctionne tous ensemble, et des interactions qu'on a, et de quel type d'interaction on a, et comment on les régule. Je pense aussi que l'éco-anxiété, c'est du bon sens, et c'est pas une maladie. Je suis certaine que sans justice sociale, il n'y aura pas de résolution de la crise climatique. Et je ne crois ni à la théorie du ruissellement, ni à la croissance infinie, puisque je suis au courant qu'il y a des limites planétaires, ni à la méritocratie, parce que je pense qu'en fait, l'accroissement des richesses seulement sur certaines personnes, c'est pas OK. Et donc, à partir de là, je pense que comme nous, on a à peu près des sous et qu'on est dans un endroit où on peut se poser des questions et faire changer les choses, notre responsabilité, mais aussi notre capacité, ça va être de nous informer, de développer notre esprit critique et d'essayer d'accompagner nos équipes, les managers, les entreprises. Après, encore une fois, on ne change pas le monde tout seul. Il n'y a pas de coaching s'il n'y a pas de demande, donc il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire. Et c'est un peu aussi ce que je vous donnerai en fin de conférence comme message. Donc pour rappel,
Le numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue qui vise à améliorer l'empreinte écologique et sociale du numérique. C'était le départ même de la première conférence. Ok, c'est ça, comment est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on met en place? Ça avait donné, avec les équipes, un manifeste. Je vous engage à faire le vôtre en prenant les mêmes bases. Et on s'était dit, ok, on va prioriser l'humain et ses besoins plutôt que l'exploitation de ses biais cognitifs. On va essayer de faire des logiciels qui sont optimisés plutôt que de développer des applications qui sont énergivores. On va proposer de la valeur utile, on va prioriser plutôt que de consommer et de créer des marchés captifs. Et enfin, on va aimer s'il existe, on va faire durer nos périphériques le plus longtemps possible, parce que pour rappel, c'est vraiment la construction des périphériques qui coûte le plus cher au niveau empreinte carbone, plutôt que de pousser sur la course à la croissance, rationaliser les serveurs, cleaner le code, tout ça. Il y a plein de pratiques. Donc si toutes ces questions-là sur vraiment les équipes Scrum et la pratique au quotidien, ça vous intéresse, c'est la première conf qui est en traite. Je donne plein de choses, plein d'outils là-dessus. Mais là, j'ai envie de vous parler de l'intelligence artificielle générative, parce que c'est ça qu'on nous pousse en ce moment. Alors, si on reprend l'humain et ses besoins, plutôt que l'exploitation de ses biais cognitifs, je vous relance les dark patterns, parce que dans la première, j'en parlais déjà, avec le fait qu'un cliqueur n'y arrive jamais seul. Quand vous êtes sur Booking et que ça vous dit combien de personnes sont en train de regarder la page, et qu'en plus, on vous dit que la semaine dernière, il y a déjà 3 personnes qui ont réservé, et que la tension monte et que vous vous dites que là, il va falloir vraiment que vous réserviez vite, c'est un dark pattern. Le travail de Christina est très bien là-dessus. Mais aussi, depuis l'IA générative, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours violet. Donc là, je vais prendre le travail de ce qu'ils font chez Limite Numérique, beaucoup. Et c'est trop bien. Allez voir le site sur Limite Numérique. Il faut vous poser plein de questions sur le numérique responsable. C'est assez génial. Et donc, ils mettent en avant certaines choses que je trouve vraiment cool. Je n'avais pas remarqué. Mais en fait, partout, on nous dit que l'IA, c'est magique. C'est tout violet. Ça va bien se passer. C'est trop cool. Et même que c'est un assistant, que c'est ton pote, quoi. Il s'appelle Léo, il s'appelle Gemini, il s'appelle... voilà. Alors, petit warning, parce que je l'ai pas mal entendu en mission ces derniers temps. Si c'est en accès libre et gratuit, que vous leur donnez des informations à vous ou à vos clients, ça part dans l'entraînement des modèles. Donc, on fait attention à ce qu'on partage. Un des trucs, c'est d'avoir soit une licence payante, soit d'avoir quelque chose qui est hébergé dans vos entreprises. Mais le fait de donner directement des données à ChatGPT, ça vous appartient plus après. Ça part dans la machine. Ouais, donc c'est votre pote. Modulo ce que vous voulez lui donner, quoi. Ouais. Et puis, moi, ce qui m'a posé question, et on en parlait beaucoup avec les filles, l'IA et le sexisme font en parler aussi, parce que c'est pas le copain des femmes. Pour vous dire, par exemple, on détecte vachement mieux les cancers avec les modèles qui sont entraînés sur les données des hommes que sur les données des femmes, parce que c'est pas entraîné sur des données pour les femmes, par exemple. Ça pose question. Le fait que quand on demande à ChatGPT à quoi ça ressemble un être humain intelligent, que ça soit toujours un homme blanc soigné en costume, jamais une nana, ça pose question aussi. Voilà. Donc il y a plein de documentaires qui en parlent, vraiment, allez-y, mais il faut vous dire qu'il n'y a que 22% de femmes dans la création de l'intelligence artificielle. Donc en fait, à partir du moment où on ne fait pas partie suffisamment des personnes qui sont en train de développer les modèles, on va être moins pris en compte. Et donc par exemple, moi, un des trucs qui me pose vraiment problème, c'est que l'argent qui a été débloqué par Emmanuel Macron il y a peu de temps, vous savez, je ne sais plus combien de milliards d'euros là, pour développer l'IA, il n'y a rien comme clause autour du fait de faire attention aux biais cognitifs et aux biais sexistes sur l'intelligence artificielle. Par rapport au slide de tout début sur la servante écarlate, tout ça, moi, ça me pose question. Donc, yes, c'est notre copain, mais toujours avec, OK, comment est-ce qu'on le développe? Qu'est-ce que ça veut dire entraîner des modèles, etc. OK, donc des logiciels optimisés plutôt que des applications énergivores. C'est aussi l'invisibilisation de la matérialité. Parce qu'en fait, si on vous la pousse avec les nouvelles interfaces, vous avez juste à cliquer, puis hop, ça part, vous vous rendez pas compte du coût que ça a. Mais d'accord, c'est comme une recherche Google, en fait. Alors que c'est pas du tout, au niveau empreinte carbone, la même chose qu'une recherche Google. C'est un vrai problème. Surtout qu'en moyenne, on a 5 à 6 périphériques connectés à Internet par personne en France. Ça fait beaucoup. Ouais. Et en plus, en ce moment, avoir des données de consommation à jour, c'est pas simple. Parce que là, entre les données qui ont été données par l'ADEME, donc sur 2024-2025, là, et les données qui sont données, par exemple, par Green IT, il y a des différences sur comment est-ce qu'on fait les analyses de cycle de vie, comment est-ce qu'on prend en compte la consommation d'énergie des serveurs quand ils sont avec de l'énergie nucléaire française ou avec de l'énergie
au niveau pétrole aux US, c'est des grosses questions qui sont différentes. Moi, pendant 3 ans, je vous ai dit, de toute façon, les impacts environnementaux, c'est 90% de la création des périphériques, et puis c'est seulement 10% de la consommation après. Spoiler alerte, depuis les intelligences artificielles génératives et le fait qu'on démocratise l'usage à absolument tout le monde et tout le temps et partout et pour tout, bah, ça monte. Mais c'est cumulatif, hein. C'est pas que du coup, il y a moins de pourcentage d'un côté et plus de l'autre. C'est juste qu'on rajoute en plus de la consommation, hein. On devrait donner des chiffres en points et pas en pourcentage, parce que les pourcentages, vous avez l'impression que ça s'autorégule autour de 100, mais en fait, c'est 150, 300. Voilà, donc pareil, il faut faire preuve d'esprit critique, il faut regarder à chaque fois ce que ça veut dire. On n'a pas tous accès justement aux chercheurs et au temps autour de ça. Et en fait, moi, ça me pose problème. Et la façon que je trouve de l'exprimer le mieux, c'est la fenêtre d'Overton. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept-là. La fenêtre d'Overton, on l'utilise beaucoup alors pour la politique, mais là, on est dans une conférence pro, donc je n'utiliserai pas comment c'est utilisé en politique. Mais la fenêtre d'Overton, c'est en gros le champ dans lequel les êtres humains d'une société sont OK ou pas de discuter d'un sujet. Donc, par exemple, je ne sais pas, un truc un peu trash, mais qui donne tout de suite, c'est pas OK entre nous de discuter du fait de manger les gens et d'être cannibale. On est d'accord ? Si je commence à vous dire « Hey, toi, tu penses quoi, en fait, de manger Amanda ?» Personne n'est chaud, on est d'accord ? Et je passe pour une meuf bizarre. OK. Ça, c'est un sujet qui est à l'extérieur de la fenêtre d'Overton. Et donc, en fait, la fenêtre d'Overton, elle se déplace en fonction du temps, en fonction de ce qui est OK ou pas. Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, elle est en train de se déplacer avec le fait qu'on trouve de ça de plus en plus normal d'utiliser l'intelligence artificielle générative sans en connaître le coût. Ça devient un usage, ça devient complètement OK dans un discours qui ne prend pas en compte le fait que ça coûte. Est-ce que je suis claire quand... Ouais. Donc, c'est pas si magique que ça. Ensuite, pour proposer de la valeur utile plutôt que de consommer et créer des marchés captifs, bah là, moi, la question que ça m'a posée, c'est OK, donc ça, c'était l'interface basique de Quant, et là, c'est la version intelligence artificielle violette, et puis hop, c'est parti, il reste 15 minutes. OK, merci. Je pense que ça va passer. Vous tenez trop ? Ouais, trop cool. Donc, OK, l'intelligence artificielle, déjà, il y a une différence entre l'IA qu'on va utiliser en médecine pour détecter des cancers, qu'on va utiliser pour la recherche, qu'on va utiliser pour faire des gros calculs très lourds pour l'astronomie. Par contre, le mettre dans la tireuse à bière, et donc l'IA en médecine, oui. Dans la recherche, oui. Pour alléger les tâches répétitives ultra barbantes de traitement d'un fichier Excel que j'en peux plus, que pitié ne me refait jamais faire ça, oui. OK. Mais il faut absolument qu'on préserve notre futur numérique. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, et que c'est dit dans la première conférence ou dans les travaux des copains, il y a de moins en moins de ressources, on pollue de plus en plus, on a de moins en moins de périphériques. Et donc, en fait, les serveurs qu'on utilise maintenant, c'est des serveurs qu'on ne pourra pas utiliser après. Il y a des chercheurs qui disent, en gros, économisons nos scanners qui permettent de savoir qu'on va avoir une tumeur ou pas. Parce que ça sera très utile dans 20 ans. Par contre, avoir de l'IA dans sa tireuse à bière, surtout que, on nous le pousse partout dans nos métiers en ce moment. On me demande, moi, qu'est-ce que ça veut dire pour un product owner, pour une product owner, pour une scrum master, etc. Et pour les devs et copilotes et machin, et comment il faut l'utiliser, et pourquoi, et tous les cas, etc. Et en plus, je le sais honnêtement que l'IA générative, moi, ça peut me faire gagner du temps sur des comptes rendus de réunion, sur de la rédaction de plein de choses, en fait. Vous l'avez utilisé, vous le savez, ça fait gagner du temps. C'est vrai. Ça fait vite des injonctions contradictoires, on en parle juste après. Donc en fait, pour moi, c'est pas de dire « Ok, c'est complètement naze, il faut jamais l'utiliser », mais c'est juste de vraiment se poser la question de dans quel moment, pourquoi, à quel but. Et un exemple de ça, et je pense que comme ça peut vraiment fixer le truc, c'est qu'en fait, faut se poser la question de l'utilité sociale, parce que Chine, ça vous connaissez, fast fashion, 70 collections l'année, certes, des enfants qui travaillent, tout ça, voilà, la pollution. En plus, vous recevez des vêtements qui vous rendent malade, vous, et qui polluent les eaux, tout ça, bref. Et puis tout le cycle faut vous dire que c'est quand même 10% des impacts carbone du monde. La mode, je peux vous en refaire une, là, d'une heure et demie, pour vous dire à quel point il faut arrêter d'acheter des vêtements, hein, c'est vraiment catastrophique. Chine, eux, ils utilisent l'IA pour scanner les réseaux sociaux, pour détecter quel modèle marche, quelles sont les tendances, quels sont les trends sur TikTok, et on repart et on crée de nouvelles collections. Quand ils sont en train de développer les modèles derrière pour ça, je pense que ça doit faire un sacré paquet d'injonctions contradictoires. Ça doit pas être très, très agréable.
En passant par là, un des trucs que j'ai fait il n'y a pas très longtemps en donnant une formation à l'éco-conception produit, c'était de travailler avec une des équipes sur comment est-ce qu'on refait Vinted, mais sans la version greenwashing. Parce que, vous le savez, Vinted, c'est un impact négatif avec un effet rebond de la consommation qui n'est pas OK. Oui, vous faites revivre vos vêtements, mais ça fait que souvent, en fait, les gens, ils en achètent encore plus sur Chine, qui vont revendre sur Vinted, qui fait qu'il y a encore plus de vêtements. Ça, c'est un des effets rebonds du numérique. Et donc, une des questions qu'on s'était posées, c'était « Et si on refaisait Vinted, mais avec la première étape, c'est de rentrer sa garde-robe ?» Et donc, tu es au courant que tu as déjà 12 jeans et que tu n'as pas besoin d'en acheter un 14e, par exemple. C'était une façon de travailler ça. Donc, si vous voulez faire de l'éco-conception, faites refaire Chine avec, justement, les patterns d'éco-conception. Très, très bon outil. Et donc, en fait, le problème avec l'IA générative en ce moment, c'est que ça nous fait vivre des injonctions contradictoires. C'est un des principes qu'on utilise beaucoup en systémie. Et donc, c'est une des manières très efficaces de rendre un humain un petit peu taré, c'est quand, en fait, il n'y a jamais de bonne réponse. Parce que là, en fait, en gros, on te dit, soit tu utilises l'IA, soit tu utilises l'IA, en fait. Oui, mais le climat, oui, mais de toute façon, on ne peut pas éviter d'utiliser l'IA. Moi, je l'entends tout le temps en ce moment. Les budgets qui se débloquent pour travailler là-dessus. Les injonctions contradictoires, c'est pas très drôle. Et enfin, l'amour de l'existant et son adaptation, plutôt que la course à la croissance, du coup, se pose vraiment la question de savoir si c'est une bulle économique, à quel point, par rapport à nos métiers. J'ai pas le temps de parler de la loi de Moore et donc la loi d'Iroum, qui est une super conférence de Tristan Nitto, mais allez la voir. Vraiment, c'est très très bien. Et en gros, ça explique de manière assez efficace à quel point, en fait, on est en train de nous pousser le fait de refaire une consommation de tous nos périphériques, mais avec de l'IA dedans. Moi, quand je les ai vus, les pubs de cet hiver, là, sur acheter votre smartphone avec la dernière IA, sachant qu'en fait, actuellement, les Français, ils gardent leur téléphone 2 ans, alors que les recommandations de l'ADEME, c'est entre 5 et 6. Ne changez pas vos téléphones et recyclez ceux que vous avez, s'il vous plaît. Et puis, au début, c'était gratuit, mais ça l'est de moins en moins. Maintenant, vous voyez toutes les options payantes qu'il y a. Ça devient de plus en plus cher, d'ailleurs, d'utiliser l'IA. Donc moi, un truc que j'utilise beaucoup avec les clients, c'est si c'est gratuit, c'est toi le kiwi. Au début, c'était parce qu'on collecte vos données sur Facebook, ça vous vous en rappelez. Maintenant, on vend les data brokers, etc. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire de l'IA ? Parce qu'elle est toujours activée. Je ne sais pas si vous avez vu, mais toutes les fonctionnalités, à chaque fois, c'est là de base, elle est violette, elle est active, et il va falloir que tu galères pour l'enlever, et qu'en plus, on n'utilise pas ton utilisation pour nourrir les modèles. Donc, moi, j'ai une Apple Watch, par exemple, qui récupère à quel point je peux être en bonne santé ou pas. On va être très contents, les boîtes d'assurance, pour pouvoir accorder des prêts, par exemple, avec toutes les datas qui sont collectées. Donc là, je parle de data responsable, c'est un sujet qui est connexe, mais il faut vraiment se poser cette question-là aussi. Parce qu'encore une fois, si c'est gratuit, c'est toi le kiwi. Et donc, c'est toujours activé, mais c'est très dur à désactiver. Donc vraiment, si vous essayez d'enlever la connexion de l'accès à vos données d'IA générative dans Instagram, dans LinkedIn, etc., c'est 70 clics, et c'est une prise de tête monumentale. Donc, on est d'accord qu'ils n'ont pas envie qu'on le fasse, je pense. Sinon, tu rends facile. Pour moi, c'est le niveau 72 du DAC pattern, là. Vraiment... Et donc, il faut qu'on utilise les choses, que ce soit des fonctions essentielles. Vraiment. Et en parlant de trucs qui sont difficiles à désactiver, un truc qui est assez rigolo à aller regarder, c'est que je ne sais pas si vous savez, mais en fait, les systèmes mondiaux de réservation de voyages, de banque et d'assurance reposent sur du code COBOL, qui a été développé dans les années 50-60. Le truc est robuste à mort, Enfin, il marche encore à fond, Il y en a partout. Il faudrait vraiment qu'on transitionne peut-être vers une autre technologie ou quoi que ce soit, mais ça coûterait tellement cher. Ou alors on le garde parce qu'il marche et qu'il est robuste. Il y a plein de questions à se poser là-dessus. Mais du coup, je vous donne un truc, c'est les SPOF, Single Point of Failure. Si on se met à tous utiliser l'IA et en mettre partout, sans se poser des questions, le moment où on n'a plus d'électricité, on a moins accès à de l'énergie, on a moins accès à des data centers, on a moins accès à des matériaux. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, en conclusion, c'est fait pour se poser des questions, cette conférence, parce que c'est ça que j'ai vécu, moi. Parce que c'est ça, en fait, faire du numérique responsable. C'est compliqué, C'est une vraie question. Ça nous fait me poser beaucoup de questions sur comment on travaille. Alors, nous, chez Neosoft, on se pose ces questions-là. Je suis du genre à être chiante, ils le savent, mes collègues, et à poser toutes ces questions. Ouais, merci Alexandre.
et pourquoi, et comment, et pourquoi vous voulez pousser l'IA chez les consultants, et à quelle valeur, etc. Et donc, on a travaillé sur Neogen, qui est en fait un modèle open source, hébergé chez nous, localement, qui est tout petit, qui récupère pas les données des clients. On essaye de faire plein de choses comme ça. Ça n'empêche qu'il faut continuellement se poser la question des usages. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site ce qu'on fait dessus, parce que justement, on essaye de se poser la question, on essaye vraiment de réfléchir les choses en amont et de manière systémique. Parce qu'en fait, pour moi, actuellement, non. L'agilité n'est pas morte, on a toute notre place, les agilistes, et c'était vraiment le but de la première conférence, de dire que s'il y a des agilistes, en fait, vous pouvez passer du numérique responsable, vous pouvez passer du questionnement. Parce qu'il faut pousser la sobriété, c'est-à-dire on n'en fait pas trop, on priorise nos usages, on fait gaffe à ce qu'on fait, mais il faut aussi pousser ce qu'on appelle la robustesse, c'est-à-dire on le pense dès le départ comme solide, comme réutilisable, comme maintenable dans le temps. Donc on le sait avec le craftsmanship pour le code, mais ça marche aussi pour nos infrastructures et sur nos usages même, nos constructions de modèles. Il y a plein de choses à dire sur sobriété et robustesse, mais c'est vrai que penser robustesse, par exemple, pour un système comme Chine, c'est encore une injonction contradictoire. Donc moi, je serais plutôt pour robustesse pour des trucs qui ont des usages intéressants, bien entendu, mais c'est encore une autre question. Il y a plein de travaux qui sont faits là-dessus, sur l'agilité soutenable, les sociétés agiles, etc. Mais je pense qu'en fait, à partir du moment où vous posez des questions d'esprit critique et que vous avez envie d'avancer sur ce sujet-là, ça repose aussi sur nous. En tout cas, moi, je trouve ça important de se poser ces questions-là. Et puis, ça permet de sortir, je trouve, du triangle de l'inaction. Je ne sais pas si vous connaissez cette formulation-là. Ouais, pour ceux qui ont fait les fresques. En gros, c'est dire, en fait, c'est les entreprises qui nous vendent des conneries, donc il faut qu'on arrête de les consommer. Et donc, c'est de la faute des citoyens. Mais en fait, ça serait plutôt à l'État de réguler les entreprises. Et donc, en fait, ça se mord la queue, personne ne fait rien et on boucle toujours sur les mêmes questions. Donc, en fait, pour moi, c'est plutôt ayez conscience que c'est pas juste vos petites actions individuelles qui vont résoudre le problème. Je suis d'accord avec vous, je pense qu'on l'a très bien démontré. Il y a un effet systémique, il y a des choses au niveau économique et social qui font que c'est pas possible. Par contre, engagez-vous en politique, discutez avec les gens. Chacun peut faire, par contre, une façon d'aller voir les autres systèmes. Comment est-ce que tu peux apporter ça un peu dans ton entreprise, un peu au niveau de ton gouvernement local, etc. Sortir de l'inaction, en fait, c'est vraiment de réussir à faire des petites choses qui font qu'on se sent bouger. Parce que c'est le fait de vraiment rien faire qui fait qu'on retourne en arrière. Mais j'ai pas de grande réponse à tout ça. Moi, je vous pose où j'en suis actuellement, mais... Et j'essaye des trucs. Et je lis des bouquins. Il y a plein de livres qui sont trop, trop cool. Et notamment, un des trucs que j'ai adoré et qui m'a fait vraiment beaucoup de bien dans tout ce rabbit hole et tout ce que j'ai découvert ces dernières années, c'est les nouveaux récits. Merci à Tristan Nito qui m'a fait découvrir Un psaume pour les recyclés sauvages, un des meilleurs bouquins doudou, câlin, incroyable, qui te fait vivre une humanité différente. Oh là là. Becky Chambers. Génialissime. Il y en a plein d'autres qui sont super. Mais en fait, ça existe d'autres récits du monde. Ça existe d'autres façons de consommer. Ça existe d'autres façons de produire. Par contre, il faut mettre en place notre esprit critique. Il faut qu'on se lance un peu dans le fait de réfléchir à la question. Et parce que ça fait du bien, moi, je les aime beaucoup, ceux-là. Donc, c'est pour ça, esprit critique is the new sexy. Accueillons les chercheurs, développons notre esprit critique, développons le fait qu'on peut faire baisser les chiffres de vente de Tesla de manière absolument incroyable à partir du moment où on dit des bêtises. Parce que c'est ça aussi, en fait, de se poser des questions et de croire en l'humain et d'avancer. Moi, ça me fait toujours du bien, les petits autocollants. Et donc, pour terminer, comme la dernière fois, la première conférence disait que l'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est-à-dire nous, citoyens aisés, européens, qui avons la capacité d'acheter des choses et de considérer qu'à partir du moment où on les met dans une poubelle, ça ne nous concerne plus. Spoiler alert, ça vous concerne, les déchets électroniques. On n'en recycle que 15% maximum, donc en fait, vous savez très bien qu'ils sont envoyés en Afrique après et qu'ils polluent. Donc l'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, d'apprendre à juste consommer et à pas se focus sur le reste, mais c'est ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Maintenant que vous êtes au courant, qu'est-ce que vous avez envie de changer? Quels sont vos prochains pas? En sachant, et c'est ce que je rajoute cette fois-ci, après avoir justement réfléchi ces 3 dernières années et beaucoup bouquiné, en sachant que c'est dans les limites qu'impose notre système. Et que du coup, c'est peut-être le système qu'il faut changer aussi. Donc, venez découvrir ce qu'on fait à Néo. On se pose plein de questions, donc c'est chouette. À partir du moment où on se pose des questions, je trouve que c'est chouette. Toutes les ressources sont sur le site de la conférence Green Agile,
un énorme merci à à Limite Numérique parce que leurs ressources sont incroyables et qu'ils font un boulot de ouf et que j'adore ces gens. Ils sont trop, trop bien. Je vous ai mis à la fin une petite slide sur qu'est-ce que je fais en ce moment et notamment, il y a la conférence Demain Maintenant qui aura lieu le 17 juin. C'est notre 3e édition. C'est à l'Académie du Climat et on s'interroge sur comment est-ce qu'on peut allier le travail et la transition écologique. Et ce sera spécial numérique cette année. Donc, venez nombreux et nombreux. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je peux pas dans les femmes. Et vous avez des questions? Et est-ce que ça va? Parce que je sais que ça secoue. Hein. Donc, moi, je suis secouée. Hein, donc... Merci déjà pour la présentation, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question du coup, quand tu dis qu'à Neosoft, vous commencez à parler, etc., comment est-ce que toi ou d'autres collègues avaient initié cette prise de conscience-là au sein d'une entreprise numérique et... Bon voilà, il y a peut-être justement des... Ok, alors... On avait déjà un terreau fertile à Néo parce qu'on a mis en place la fresque du numérique et le fait qu'il y ait des ambassadeurs à l'intérieur de l'entreprise qui permettent de fresquer les consultants et les consultantes dès qu'ils arrivent ou s'ils étaient déjà là et qu'ils puissent le suivre. Donc en fait, le fait qu'on ait été une petite dizaine et aussi que nos PDG aient fait la Convention européenne pour les entreprises pour le climat, c'est sûr que ça aide. Hein, ils ont fait la fresque du numérique et tout ça. Donc la sensibilisation, le fait d'avoir fait des fresques, ça a fait qu'on avait un terrain fertile. On était plusieurs à dire « Allez, venez, on fait l'éco-conception, on fait mieux, etc. » Puis, il y a eu l'IA. Voilà. Et donc, comme on était déjà chiants et qu'on demandait déjà des sous pour essayer de mieux faire les choses et de moins consommer, quand ils sont arrivés en nous disant « Hey, maintenant, les budgets, il va falloir les débloquer aussi pour l'IA parce que on est obligé de faire de l'IA. Il y a de l'IA partout. » Et on a fait « Hey, alors oui, mais à certaines conditions. » Et donc, on avait cette place-là. Donc, je pense que c'est la question de la sensibilisation des dirigeants ou en tout cas des managers autour de toi, le fait de mettre en place des fresques, ne serait-ce que pour justement le partage de connaissances, pas forcément comme on l'a vu pour les actions après, mais au moins pour le fait de savoir que tout le monde est à égalité, sur le fait de savoir que ça chauffe. C'est important, vraiment, et qu'on manque de périphérique et que voilà. Une fois que tu as ça, que tu as créé une communauté autour qui veut faire de l'amélioration continue, qui a envie de faire de l'éco-conception, c'est une façon de, si tu passes pas par la porte, tu passes par la cave, tu vois. C'est en vrai, on est chiant, mais il faut, tu vois, avec le sourire et tout, genre, ça va être trop bien. C'est un peu ça, la réponse que j'ai actuellement. J'espère que ça répond à... Ouais. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller utiliser le site du gouvernement sur Compare.IA. Ah, j'ai pas encore fait, mais je l'ai mis dans ma to-do. Alors, voilà. dis, ouais. Et du coup, moi, j'ai fait l'expérience. C'est très enrichissant. On va sur ce site, on tape son petit prompt, et puis on dit quel mode on veut d'IA, frugal, etc. Les différents niveaux. Ça sort le résultat de plateformes d'IA au hasard. Ouais. Et puis après, on dit laquelle on préfère. Ouais. Et après, ça nous dit, voilà ce que c'était. Ok. Mais la fin est beaucoup plus intéressante. C'est après, qu'est-ce que ça a consommé en énergie. Ouais. Et voilà, donc à utiliser une fois. Sinon, après, on a des injonctions contradictoires dans notre tête. À utiliser une fois. Mais ça calme très vite. Ouais. Ça calme très, très vite. Et voilà, en gros, un prompt, c'est 30 minutes d'électricité. Donc, on se dit, bon, voilà, je vais faire le prompt. Donc, vraiment, j'en ai besoin. Ouais, merci beaucoup. Et puis après, deuxième expérience, juste comme ça à partager. Moi, je travaille dans une université. Donc, le problème, il prend toutes les formes parce qu'il y a les laboratoires de recherche qui travaillent sur l'IA, qui font avancer l'IA. Ouais. Il y a les chercheurs qui travaillent avec l'IA, ils en ont absolument besoin et on va rejoindre des notions comme la santé et voilà, où on est sur des choses qui peuvent être très utiles. Et puis après, il y a les enseignants qui utilisent peut-être l'IA des fois pour préparer leurs cours, les étudiants et puis les administratifs. Et donc, voilà, il y a des travaux nationaux qui sont menés pour essayer de définir une charte et de se dire comment on s'en sort avec ça pour à la fois suivre un peu du mouvement, en même temps être conforme à nos règles de numérique responsable parce qu'on a un schéma directeur du numérique responsable. Ouais. Et voilà, et en même temps, être dans le temps et
est conforme à ces idées. Ah, ok. Bah, merci beaucoup pour le retour. J'arrive pas à croire que j'ai tenu le timing et que du coup on a le temps pour les questions. Je suis trop contente. Merci pour la conférence. Déjà, c'était vraiment super. Merci. Moi, je suis encore étudiant en alternance et on a travaillé sur un projet et on a fait du numérique responsable et on a notamment fait le dossier d'éco-conception avec la RGESN. Yes. Et est-ce qu'il y a d'autres portes d'entrée pour le numérique responsable en entreprise et quels outils on peut avoir et on pourrait utiliser justement pour ça? Bon, il y a une règle à savoir sur les entreprises et je pense qu'on l'a bien vu avec le système économique dans lequel on est. Si on leur permet d'économiser des sous, ils sont contents. Si on leur demande plus d'argent, ils sont pas contents. Je pense qu'on est sur une bonne base. Ouais. Même à vous, pour votre portefeuille, vous le savez que ça marche comme ça. On est bon. Donc en fait, pourquoi l'éco-conception, c'est utile et ça marche bien comme porte d'entrée? C'est justement parce que souvent, ça permet d'économiser des serveurs, de cleaner du code, de décommissionner des fonctionnalités, des choses comme ça. Donc oui, c'est une bonne porte d'entrée. Tu as l'accessibilité aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de normes et justement de sanctions aussi juridiques et financières sur les entreprises. Donc, faut pas oublier qu'en fait, on n'est pas tous égaux face à l'accès du numérique. Il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui n'ont pas de bras, il y a des gens qui n'ont pas de sous et qui en fait ont 3310. Donc, en fait, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous les mêmes citoyens de ce continent-là. Donc, tu peux passer par l'accessibilité aussi. On a déjà fait la RG2A aussi, le dossier en question. Eh bien, désolé, mais là, après, ça devient un petit peu plus haut niveau. C'est à quoi ça sert ce que vous avez fait? Et est-ce que c'est un usage négatif? Ouais, ça marche. Ok. Merci. J'ai plein de questions, mais du coup, j'ai priorisé. Je sais pas si tu l'as faite à la première, parce que je comprends que c'est la 2. Oui. Mais il y a Alors, c'est chouette, tu as présenté un manifeste, parce qu'à un moment donné, je me dis, il me manque un manifeste là. Et en fait, le manifeste de Claude Aubry, l'agilité radicale, je sais pas si tu l'as présenté en fait, parce que pour moi, c'est ça qui résume le truc. Et actuellement, en fait, moi en tout cas, je fais l'observation, le constat que c'est pas ça qui a gagné dans les entreprises. Dans les entreprises, c'est complètement parti économie des certificats et tout ça, certification, blablabla. C'est pas l'agilité radicale en fait qui a gagné. Non. Et ma question du coup, c'est est-ce que tout à l'heure, tu as dit que ça n'existait pas le ruissellement, ou du moins dans l'économie. Est-ce que tu crois que dans les actions, les petits gestes, les actions locaux, est-ce que c'est pas possible? Parce qu'à un moment donné, tu as dit, ouais, non, mais c'est pas que tu l'as dit, c'est qu'à un moment donné, comparé à ce que font les entreprises, les actions locaux sont minimes. Ok. Mais est-ce qu'on ne peut pas appliquer le ruissellement à ce moment-là pour avoir l'effet de rebond, compound, ou je sais pas trop? Ok, 2 réponses à ta question, parce que du coup, mon cerveau va pas être capable de traiter une de plus, donc vas-y, je priorise aussi. Agilité radicale, trop bien, je les connais, je connais leur manifeste et j'avais envie de le caler dedans. Et en fait, comme vous l'avez vu, il y a tellement de trucs. Quand tu commences à creuser, ça va dans tous les sens. Mais effectivement, super boulot. Ça n'a pas gagné dans les entreprises, je suis d'accord avec toi, mais par contre, effectivement, s'il y a bien un truc auquel je crois, et c'est pour ça que je fais cette conf, parce que là, vous l'avez vu, je ne peux plus, là, il faut que j'aille m'asseoir, je suis crevée de trouille et tout, mais je le fais parce que je pense que c'est parce que justement, on développe notre esprit critique, notre connaissance et le fait de parler de tout ça qui fait qu'on change les choses. Et donc, en fait, le fait d'être au courant, c'est un peu comme la courbe de l'innovation, j'en parle dans la première conférence. En fait, plus on est nombreux à en parler et à être chiant dans une entreprise, dans une équipe, etc., plus on va y arriver. Et donc, en fait, juste le fait d'en parler, de s'interroger, de faire que les jeunes, quand ils sont en train de faire leur dossier, sont déjà en train de faire ça, ah waouh, c'est super. Ça fait un mouvement de pression, ça fait un mouvement de questionnement. Donc, en fait, je crois que les petites actions, ça suffit pas pour se sentir bien, mais par contre, je crois que c'est les petites actions aussi par le partage de connaissances et la philosophie qui fait qu'on va y arriver. Si c'est plus clair, mon message. Ouais. Ok. Dernière question? Bonjour et merci beaucoup. C'est pas trop une question, c'est déjà un grand merci parce que j'adore l'esprit critique et ça fait très plaisir de l'entendre là. D'ailleurs, pour ceux qui aiment l'esprit critique et qui adorent ça, il y a REC, il y a les rencontres de l'esprit critique qui sont à Toulouse en début avril, du 7 au 13, je crois. Donc voilà, une petite pub. Si vous voulez y aller, c'est le week-end et c'est gratuit. Enfin, c'est le week-end.
C'est du jeudi au dimanche, mais du coup, le samedi et dimanche, vous pouvez prendre les places, c'est gratuit. C'est super intéressant. Et il y a certains des youtubeurs qui étaient présentés là qui seront... ouais, bref. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, je voulais juste... moi, ça m'intéressait parce que je fais du lean. Et il y a il y a quelque chose qui est beaucoup développé en ce moment chez Toyota depuis quelques années, c'est le Lean Green, justement. Je parlais, ouais. Et justement, alors je veux pas, on va pas en parler trop ici, mais je sais pas voilà, on va peut-être en reparler. Je sais pas si tu t'es renseigné dessus. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'usines Toyota qui étaient embarquées dessus. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ils regardent leur porte-monnaie. Toyota, c'est une usine qui veut faire du profit quand même, et que grâce à ça, ils ont développé leur profit. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, et il y a peut-être un lien à faire parce que de toute façon, les entreprises, comme tu le disais, ils y arriveront si ça leur rapporte. Ça, faut être ça. Donc voilà, c'est un modèle à regarder. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, merci. Et je pense que ça peut manquer effectivement dans la conférence là, c'est que j'y vais un peu au marteau et à l'enclume là, histoire que ça avance, mais il y a plein de choses aussi trop bien qui sont faites en entreprise. Mais je sais pas si ça tire si je rajoute, mais c'est très très bien. Oui, je suis d'accord avec toi. On peut faire des super choses aussi. Tout à fait. Merci beaucoup. Jeu de société. Il y a le jeu de société Esprit Critique aussi. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà testé. C'est gratuit en ligne. Non, je sais pas, mais tu connais? Ouais, mais je trouve ça top en fait. C'est dire que tu peux jouer en famille directement. Enfin, c'est intéressant que des étudiants s'intéressent. Merci, parce que oui, merci. Franchement, nous on est foutus. Vous, c'est encore possible. Et ouais, je sais que vous savez, j'en accompagne plein de jeunes sur cette question-là. Mais on se réveille, on est là, on arrive, on va vous aider. Ok, on est bon? Bon, merci beaucoup.